Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci à Claude Grison de m'avoir invité à parler des forêts tropicales. Donc les forêts tropicales, c'est une expérience d'immersion dans la chimie naturelle avec des odeurs qui sont très particulières. La plupart des parfums qu'on profite sont des espèces tropicales, le santal ou d'autres. Donc c'est un point de départ. Moi j'aimerais ouvrir un dossier avec vous, c'est celui des forêts tropicales face au changement climatique, un enjeu qui est important parce que les forêts tropicales couvrent une superficie importante et parce que la balance, l'équilibre du carbone sur notre planète est dépendante en partie de la biosphère et donc du monde du vivant. Et j'aimerais expliquer en quoi ça, c'est un enjeu qui peut être maintenant abordé sur une approche scientifique. Vous voyez ici, sur ce schéma, comment finalement l'ensemble du chemin que prennent les molécules de dioxyde de carbone de l'air et ensuite sont produites en termes de sucre par la photosynthèse, stockées dans du bois et décomposées naturellement au cours du temps. Et c'est cet équilibre-là entre la photosynthèse et la décomposition qui permet de faire un bilan de l'écosystème. Alors naturellement, dans ce bilan, il y a le rôle fondamental des plantes, qui sont des organismes fixes, sessiles, qui donc ont pas mal de contraintes et ne peuvent pas échapper aux contraintes bioclimatiques. Mais il y a aussi des animaux qui vont contribuer à ce bilan, qui vont manger une partie des ressources, qui vont les décomposer également. Une bonne partie de cette décomposition, c'est une décomposition biotique, faite par les animaux. Alors, pourquoi parler des forêts tropicales? Parce qu'elles couvrent une grande partie de notre planète. Quand on fait la géographie du vivant, on la fait souvent en projetant avec la carte de Mercator, où les zones tempérées dans lesquelles on vit sont beaucoup plus grandes que dans la réalité. En réalité, le vivant sur Terre est essentiellement sur les zones tropicales, et la partie vert foncé qu'on voit sur cette carte-là, c'est les forêts tropicales humides. Il y a bien sûr plein d'autres végétations, forêts de savane, savane arborée, des forêts sèches, saisonnières, en particulier en Nouvelle-Calédonie, mais ailleurs également. Et l'une des caractéristiques des forêts tropicales, c'est qu'elles s'étendent sur 3 continents. Ces 3 continents sont évolutivement très séparés depuis très longtemps, et donc avec une flore et une faune qui sont très différentes, que ce soit en Amérique tropicale, en Afrique tropicale ou en Asie du Sud-Est, avec les forêts tropicales qui s'étendent jusqu'à l'Australie et dans le Pacifique. Donc c'est des superficies qui sont très importantes, une biodiversité très importante. Alors, pour parler déjà des risques et des dangers associés aux forêts tropicales, naturellement, le principal danger qui vient à l'esprit, c'est la déforestation. La déforestation, c'est un phénomène qui est relativement récent, qui a démarré vraiment dans les années 1960 et qui s'est accéléré dans les années 80-90, qui est maintenant un enjeu très important. Si vous voyez cette carte de la distribution des zones déforestées, on voit que particulièrement toute la partie sud et sud-est de l'Amazonie, au Brésil, est fortement dégradée, fortement déforestée. Et ça, ce changement d'utilisation des terres est lié en particulier à l'activité agronomique intensive qui est actuellement en cours au Brésil, mais c'est une réalité aussi qui se rencontre en Afrique, en Asie du Sud-Est, avec des réalités socio-économiques qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc, je ne vais pas trop parler de ce facteur très important dans la réalité des forêts tropicales aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, mais j'aimerais qu'on discute et qu'on ouvre ce fameux dossier sur le lien entre les forêts et le climat.
Et la question fondamentale, c'est de savoir comment les forêts répondent au climat et comment le climat peut potentiellement bénéficier des forêts. Donc c'est une carte là qui montre l'Amazonie, dont on va beaucoup parler ce matin. L'Amazonie, donc, qui est un territoire qui est grand comme l'ensemble de l'Europe, donc vraiment énorme, avec une très grande variabilité. Cette carte-là vous présente la hauteur de la canopée, la hauteur de la forêt à l'échelle régionale. C'est des données, des informations qu'on commence juste à dévoiler avec des informations, des données télédétection qui sont couplées avec des méthodes d'apprentissage profond. Et vous voyez bien que, contrairement à ce qu'on imaginait jusqu'à présent, les forêts amazoniennes sont extrêmement diverses d'un point de vue structural et elles sont également extrêmement diverses d'un point de vue de la biodiversité à cette échelle régionale. Alors, pour ancrer un peu les connaissances, voilà une forêt tropicale en Guyane française, à la station de recherche des Nouragues en Guyane. Vous voyez des forêts qui montent à 45 mètres de hauteur, une diversité extrême, floristique, faunistique également. Et donc c'est ce type d'écosystème sur lequel on va travailler. On va poser un ensemble de questions qui sont des questions fondamentales. La première, c'est quelle est l'influence des précipitations et des sécheresses en particulier sur les forêts tropicales ? Donc on peut s'attendre effectivement à ce que la fréquence des événements de sécheresse s'accélère avec les changements climatiques. Et donc c'est une question qui est vraiment importante. Et pour répondre à ces questions, on devra rentrer non seulement dans la biologie des espèces de plantes, mais aussi dans la physique. Le deuxième phénomène qui est important, c'est l'influence de la température. Le réchauffement climatique est en cours. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment la végétation va répondre ou va tolérer ces changements de température et cette augmentation de température. Et finalement, on conclura rapidement sur quelques évidences sur le terrain, quelques preuves sur le terrain qu'on peut accumuler en passant du temps à observer les forêts tropicales dans des parcelles permanentes au cours du temps, patiemment, avec des cohortes littéralement de scientifiques au travers des différents continents. Alors, pour aborder ce premier point sur l'influence des précipitations sur la dynamique des forêts tropicales, naturellement, la première entrée, c'est le cycle de l'eau. Les précipitations sont réévaporées par les plantes. On verra ce détail-là. Si on regarde plus en détail, on se rend compte assez rapidement que la dynamique de ce phénomène de précipitation-réévaporation est un peu différente d'un écosystème à l'autre. Une forêt tropicale humide, avec des arbres qui sont grands et qui ont une capacité d'extraction de l'eau du sol qui est beaucoup plus grande que la savane, va recycler beaucoup plus d'eau. Et donc, ce qu'on peut imaginer immédiatement, c'est que ce n'est pas exactement la même chose si un territoire est couvert de savane arborée ou si un territoire est couvert de forêts tropicales humides. Alors, cette distinction a été fondamentale pour développer une théorie qui a été vraiment depuis la fin des années 70 par nos collègues brésiliens, aujourd'hui Carlos Nobre et ses collègues, et Néa Salati dans les années 70, ont proposé cette idée qu'il pouvait y avoir ce qu'on appelle un point de bascule dans l'ensemble de l'Amazonie qui était lié à ce phénomène de différence entre la capacité évaporative des zones de savane ou des zones non forestées et la capacité évaporative des forêts. Ce qui se passe là, c'est un phénomène couplé entre la déforestation et la dynamique du cycle de l'eau à l'échelle régionale. Plus à l'est de l'Amazonie, la déforestation prend de l'ampleur, moins la capacité de transfert de l'eau par le système climatique du nord-est au sud-ouest, qui est la réalité aujourd'hui, va être efficace. Et du coup, on peut imaginer qu'à un certain point, la capacité de reprécipitation des cellules évaporatives dans l'ouest de l'Amazonie va être trop faible pour soutenir une forêt tropicale humide. Donc ce phénomène-là, ce qu'on appelle un point de bascule, a été beaucoup étudié. On n'en connaît encore pas grand-chose, pour être complètement honnête, parce que c'est des enjeux complexes qui dépendent à la fois de nos connaissances du système climatique. Dans cette partie du monde, cette connaissance n'est pas très très bonne, et également de la dynamique qu'on peut mesurer, quantifier dans la réponse de la végétation à ces événements de sécheresse. Alors,
On n'en connaît pas grand-chose aujourd'hui des mécanismes, on le postule, mais une des intuitions qu'on pourrait développer, c'est de se dire, regardons dans le passé, est-ce qu'il y a pu y avoir des événements de bascule comme cela? Alors malheureusement, comme vous le savez sans doute, quand on s'intéresse aux forêts du passé, on va regarder dans les cernes de croissance des arbres. Alors dans les forêts tropicales, il n'y a pas de cernes de croissance parce que la croissance est continue pour la plupart des arbres. Alors on vient de perdre un outil vraiment de choix pour mesurer ce genre de phénomène dans les forêts tropicales. Alors une autre chose, c'est de regarder des proxys paléo-environnementaux, par exemple les précipitations ou la hauteur des fleuves. Et là, on n'a pas non plus un recul très important. Le seul endroit où on a un recul plutôt pas mal, c'est dans la ville de Manaus, en plein centre de l'Amazonie. Là, je vous emmène au milieu de l'Amazonie, à la jonction entre le Rio Amazonas et le Rio Negro. Et c'est une ville qui a été extrêmement riche à la fin du XIXe siècle, parce qu'elle a été enrichie fortement par le boom de la dynamique du caoutchouc. Merci, j'avais rubber en tête. J'étais anglicisé trop. Et donc ce boom du caoutchouc a forcé la ville de Manaus à mesurer la hauteur du Rio Amazonas parce que c'était vraiment le seul point d'accès. Et donc on a des données, c'est quasiment le seul endroit au monde où on a ces données-là. Depuis l'an 1901, la hauteur maximale et minimale de cette rivière. Et on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire en 1926, une sécheresse pendant toute l'année. Le maximum était très faible, la hauteur a été beaucoup plus faible que le reste du temps. Donc exactement il y a 100 ans, il y a eu un événement extrême qui est relativement mal documenté, simplement parce que c'était la fin justement de cette époque dorée du caoutchouc, et il y avait beaucoup d'autres problèmes sociaux et économiques, et donc finalement c'était un problème environnemental qui était mineur par rapport au reste. Mais ce qui s'est passé de vraiment incroyable et très, très dramatique, c'est en 2022 et 2023, une sécheresse énorme qui a fait baisser le cours de l'Amazone beaucoup plus bas que ce qu'on avait vécu pendant 120 ans. Donc cet événement-là majeur a été bien documenté et en fait a eu des conséquences inattendues. C'est qu'on a vu sortir de la rivière de l'Amazone des gravures rupestres qui apparemment étaient datées d'environ 2000 à 2500 ans, qui ont prouvé que le Rio Amazonas était beaucoup plus bas qu'auparavant, mais probablement à des échelles de milliers d'années. Donc une découverte un peu du hasard, mais fascinante. Alors ce qu'on peut également tenter de documenter, c'est des échelles de temps plus longues, en utilisant les spéléothèmes, donc les stalactites ou stalagmites, qui accumulent de façon continue le registre des climats. Ça, c'est quelque chose qui a été fait dans cette grotte qui s'appelle Paraíso, qui est juste à côté de la ville de Santarém, un peu à l'est de Manaus, par des collègues. C'est un article qui est sorti il y a presque une dizaine d'années maintenant, de Xianfang Wang et l'équipe de Larry Edwards. Ils ont mesuré donc très patiemment à l'intérieur de ces spéléothèmes la concentration d'un des isotopes d'oxygène. Et cet isotope d'oxygène mesure en fait l'humidité dans l'environnement, de façon assez grossière, mais à des échelles de temps beaucoup plus longues, 45 000 ans. Alors ce qu'on voit dans ce diagramme, qui est un peu complexe, veuillez m'en excuser, c'est finalement une dynamique à long terme, où on se rend compte que pendant quasiment toutes les 10 000 ans, l'humidité dans cette région-là était à peu près pareille que celle qu'on a vécue, qu'on vit aujourd'hui, mais que par le passé, avant le dernier maximum glaciaire et pendant le dernier maximum glaciaire, cette humidité était beaucoup plus faible. Alors on pourrait imaginer que du coup, ça aurait pu donner des conditions beaucoup plus stringentes sur la végétation, mais on voit également que la température prévue, donc la température de surface, là, ce qu'on appelle SST, était aussi beaucoup plus basse. Donc l'évaporation était également plus basse. Donc la combinaison de ces deux événements, de ces deux phénomènes, laisse à penser que finalement la végétation n'était pas plus stressée parce qu'il y avait effectivement moins d'eau, mais moins d'évaporation également, due à la pression thermique.
Donc la conclusion actuellement qu'on peut donner sur la base de un point vraiment de mesure sur ces quelques 40 000 ans, c'est que la forêt tropicale a probablement persisté dans cette région-là pendant plus de 40 000 ans et que du coup, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'exemple de point de bascule massif à documenter sur ces échelles de temps-là. Alors maintenant, venons-en au fonctionnement de la plante et comment la plante récupère l'eau du sol. Alors bon, c'est assez simple, on connaît ça tous très bien, c'est que l'eau est contenue dans le sol et pompée par la plante, et donc on peut identifier la plante à un mécanisme de résistance hydraulique, à la fois au niveau de la racine, au niveau de la tige et au niveau de la feuille. Et c'est l'ensemble de ces résistances-là, et la question qui se cumule, et la question c'est de savoir, est-ce qu'on tire assez fort, donc est-ce qu'il y a un déficit de pression, de vapeur entre l'air et la feuille pour pouvoir faire tirer cette plante. Plus précisément, ce qui se passe dans la partie qu'on appelle l'aubier dans la plante, qui est le xylème, pour employer un terme plus technique, c'est là où la sève monte du sol vers la feuille. Et là, ce qui se passe, c'est que ce xylème est composé de cellules, de grandes cellules verticales qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de hauteur et qui sont assez fines et qui vont permettre le transport de la sève du sol jusqu'à la feuille. Et ces cellules sont collées les unes aux autres, et donc il y a une possibilité pour l'eau de passer d'une cellule à l'autre au travers de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et donc c'est quelque chose qui a été découvert finalement il y a un peu plus de 150 ans par des collègues donc, qui ont travaillé en Allemagne d'abord, Edward Strasburger, puis ensuite des collègues anglais qui ont fait les premières expériences pour prouver qu'il y avait une tension hydraulique dans la plante. Donc le phénomène qu'on observait là, c'était un phénomène purement physique et pas un phénomène physiologique. Il n'y avait pas un genre de cœur dans la plante qui faisait pousser l'eau du bas vers le haut. Donc c'est quelque chose qui a été ensuite remis beaucoup de fois en question, cette vision purement physique du phénomène, parce qu'on n'arrivait pas à croire qu'il n'y avait pas un peu un côté vitaliste autour de cette problématique-là. Et l'une des expériences qui a été majeure à la fin du XIXe siècle, ça a été de mettre une branche, alors là en l'occurrence je crois que c'était une branche d'érable, qui a été mise dans une capsule de verre et dans laquelle on a posé une pression de plusieurs atmosphères, de 2 à 3 atmosphères, pour prouver que quand on faisait ça, il y avait encore de l'eau à l'intérieur de la plante et que la plante ne rejetait pas l'eau. Donc là, cette toute première expérience a permis de montrer qu'il y avait effectivement une pression négative et hydraulique dans la plante. Et ces expériences ont été assez dangereuses au passage. Cette expérience-là a conduit à l'explosion du matériel et apparemment il n'y a pas eu de victimes, mais c'était une des premières tentatives. Alors par la suite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ce genre d'expérience dans les années 60, alors ce qu'on appelle la bombe à pression de Schollander, publiée en 1965, a permis de faire ce genre de travaux. Alors on appelle cette théorie la théorie de la tension-cohésion. Tension, pourquoi ? C'est parce que finalement on identifie l'eau à un genre de continuum hydraulique entre la racine et la feuille, et qu'on a besoin d'une pression négative pour tirer cette colonne d'eau. Et on a aussi besoin d'assurer que cette colonne d'eau a une cohésion, et ça, c'est les molécules d'eau qui l'assurent, et qui permettent d'assurer que si on ne tire pas trop fort, on arrivera à tirer l'eau jusqu'en haut des plantes. Donc, je parle aussi de cette tension avec la théorie parce que pendant très longtemps, et dans les années 2000, il y a eu beaucoup de débats autour de cette théorie-là, où il y a eu encore des remises en cause de cette théorie en disant qu'il y avait identifier ce déplacement des molécules d'eau comme simplement un déplacement dans un tube qui ferait plusieurs dizaines de mètres de haut, c'était incohérent avec la théorie. L'eau devenait métastable à cette échelle-là,
et que ça donnait des incohérences et que c'était juste pas possible d'imaginer que l'évolution des plantes puisse reposer sur des phénomènes physiques si subtils et fragiles. Bon, beaucoup de ces questions-là ont été abordées, comme vous voyez, dans plusieurs publications ici, avec des controverses qui ont été finalement résolues. Je pense que l'image que je vous ai donnée actuellement est à peu près la bonne. C'est le phénomène de montée de la sève du sol vers les feuilles est maintenant bien documenté et bien mesuré. Alors, comment on fait pour mesurer ce phénomène-là? Et en particulier, comment on fait pour mesurer à quel point la plante peut résister à ce phénomène-là quand il y a des événements de sécheresse? Ce qu'on sait, de façon intuitive, dans votre jardin, vous avez peut-être vécu ça, c'est quand il y a trop de sécheresse, la plante commence à être sous stress hydrique. D'abord les feuilles, ensuite les tiges, le tronc ou une branche, et peut en mourir. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la cavitation. C'est essentiellement que la tension est trop importante et il y a des bulles donc, de gaz qui s'installent entre ces différentes parties de la colonne d'eau. Alors pour mesurer ce genre de phénomène-là, des collègues à l'INRAE à Bordeaux et à Clermont-Ferrand ont développé une technique qui est assez rigolote, donc je voulais vous en parler. C'est simplement de faire l'équivalent d'une machine à laver le linge, mais horizontale, et avec la force centrifuge, d'utiliser la force centrifuge pour essayer de créer cette fameuse tension. Alors concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une tige de plante horizontalement, ils font tourner très vite ça. Alors ça, c'est assez dangereux également, hein. D'ailleurs, il y a eu quelques petits problèmes. Et quand on accélère cette vitesse-là, on peut quantifier à quel moment on a une perte de conductivité des tissus. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à mesurer, en fonction de cette force centrifuge, la perte de conductivité. C'est des courbes qui ressemblent à des courbes sigmoïdes, comme ça, où la conductivité est maximale, disons, sur la partie gauche, et minimale sur la partie droite. Alors je vais représenter exactement la même figure dans l'image prochaine. Donc là, sur la droite, vous avez une perte de conductivité maximale, donc un stress hydrique très important, et sur la gauche, vous avez une perte de conductivité qui est nulle. Et entre les deux, vous voyez une forme sigmoïde qui est la quantité de la conductivité hydraulique. Alors conventionnellement, on essaie de quantifier comment les plantes arrivent à résister à la sécheresse en mesurant la pente maximale de cette courbe-là, qu'on appelle le potentiel hydraulique de tolérance à la sécheresse. Un psi 50 ici. Alors concrètement, physiquement, ce que ça mesure là, c'est le nombre de cellules en section qui ont été embolisées. Donc sur la gauche, il n'y a aucune section embolisée, et sur la droite, il y a toutes les sections qui sont embolisées. Et ça, on peut le mesurer en utilisant le rayonnement synchrotron, comme on a déjà parlé sur Soleil ou d'autres événements, qui permettent de mesurer de façon très fine la présence ou l'absence d'eau dans les cellules. Donc ça, cette mesure de stress hydrique peut être documentée, et maintenant avec des méthodes sur le terrain, sur beaucoup d'espèces de plantes. Et si on fait ça, on se rend compte qu'effectivement, les forêts méditerranéennes ou les écosystèmes désertiques, les forêts tempérées, les forêts tropicales ou les forêts tropicales saisonnières ont des cortèges d'espèces qui ont des tolérances à la sécheresse assez différentes. Donc en particulier, si on mesure en moyenne, il y a beaucoup plus d'espèces d'arbres, de plantes qui sont tolérantes à la sécheresse dans les forêts méditerranéennes. Mais ce qui est très intéressant aussi d'observer dans cette distribution, disons, de tolérance à la sécheresse, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espèces en forêt tropicale humide qui ont tout à fait une capacité de tolérance à la sécheresse. Alors, ce qui se passe ici, c'est un phénomène bien connu, c'est que les assemblages d'espèces ne sont pas du tout homogènes et ont un impact évolutif. Bienvenue, on a une classe qui nous rejoint. Magnifique. Je vais vous laisser vous installer et faire une petite pause. Soyez les bienvenus.
Très bien. Donc ces études-là, je vous cite un article de Hafiz Maher Ali, un collègue des États-Unis, qui a publié ses travaux il y a déjà une bonne vingtaine d'années, mais ces études-là sont maintenant beaucoup répliquées dans pas mal d'écosystèmes, et en particulier en forêt tropicale. Et le résultat principal qui est résumé par un article publié assez récemment par mon collègue Johannes Guillemot, ici, c'est que on est capable maintenant de documenter l'ensemble de la tolérance à la sécheresse des plantes tropicales, que ce soit au niveau des feuilles, parce que bien sûr aussi les feuilles sont sensibles à ces phénomènes de cavitation, et en fait c'est les premiers témoins de ce stress hydrique. Quand une feuille est stressée, elle se flétrit, puis ensuite potentiellement elle tombe. Donc ça, c'est la première mesure. Donc on peut mesurer la tolérance à la sécheresse au niveau de la feuille et au niveau de la plante tout entière. Et donc on voit bien que la tolérance à la sécheresse d'une feuille est plus faible que la tolérance à la sécheresse de l'ensemble de l'arbre, du tronc. Et c'est une bonne chose, du coup, parce qu'on a un genre de valve de sécurité au niveau des feuilles pour protéger l'ensemble de la plante quand elle est exposée à la sécheresse. Voilà. Alors rapidement, je voulais aussi rappeler que les stratégies d'adaptation à la sécheresse sont assez complexes chez les plantes. Certes, elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas se déplacer géographiquement, mais par contre, elles peuvent puiser plus profond. Toutes les plantes ne sont pas capables de faire un système racinaire très profond, mais celles qui le sont ont un avantage dans les milieux arides. Alors il y a un coût, forcément, un coût de production énergétique, de produire une matière souterraine pour puiser profondément, et puis il y a aussi un coût de puiser très profondément, un coût comme on vient de le voir, mais c'est un genre d'effet de balance entre la capacité de puiser profondément ou alors la capacité de tolérer la sécheresse. Et les plantes ont trouvé cette combinaison, des plantes différentes choisissent une stratégie ou l'autre. Maintenant, j'aimerais rapidement passer à ce qui se passe dans cette partie de la plante qui est la plus importante finalement. Qu'est-ce qui se passe dans la feuille ? La feuille, c'est là où il se passe l'essentiel de l'activité photosynthétique, on en a parlé tout à l'heure, et c'est là où il peut se passer beaucoup de choses. Alors on a vu tout à l'heure que l'eau est essentielle pour la photosynthèse, donc la production d'oxygène à partir de H2O, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a un autre avantage essentiel d'avoir de l'eau dans une feuille, c'est purement thermique, c'est de refroidir la plante, okay ? Rafraîchir la plante au moins, peut-être pas la refroidir. Alors comment fonctionne au plan physiologique une feuille ? C'est simplement, et ça vous l'avez tous vu en cours, assez tôt d'ailleurs, c'est la feuille, c'est l'interface entre le monde extérieur et l'intérieur de la plante. Et cette interface est assurée par des stomates avec des échanges vers l'extérieur d'eau et d'oxygène par ailleurs aussi, et vers l'intérieur de dioxyde de carbone. Et cet équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort est contrôlé par les stomates avec des cellules de garde qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction de gradients de pression partielle. Donc, c'est comme des pressions, mais pression partielle, c'est la concentration de dioxyde de carbone dans l'air par rapport à la concentration de dioxyde de carbone dans la feuille elle-même. Donc ce gradient-là va créer la possibilité d'ouvrir ou de fermer les cellules de façon purement physique. Et puis les stress vont conduire ces petites ouvertures à se fermer pour essayer de maintenir l'intégrité biologique de la plante. Alors, sans aller trop dans le détail, la version physiologique de la photosynthèse, elle a été résumée par les travaux de Graham Farquhar, Suzanne von Kammerer et Joe Berry il y a déjà maintenant presque une cinquantaine d'années, 45 ans. C'est ce qu'on appelle le modèle de Farquhar. C'est essentiellement le bilan de ce qui rentre et de ce qui sort. Alors, quand on imagine un atome de carbone, pour être photosynthétisé, pour être produit en tant que sucre, il faut qu'il rentre dans la feuille, et pour ça, il faut qu'il y ait une différence de pression partielle entre l'extérieur et l'intérieur qui soit suffisante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'offre.
Ensuite, quand cette cellule, cet atome de carbone est dans la feuille, il faut qu'il soit effectivement métabolisé, produit sous forme d'un sucre. Et ça, c'est un processus biochimique qui dépend d'un cycle biochimique qui s'appelle le cycle de Calvin et qui est bien connu et qui constitue cette courbe de demande du point de vue de la plante pour le carbone. Et l'équilibre qui se trouve à l'intersection de la courbe rouge et de la courbe noire, c'est là où fonctionne idéalement la plante. Donc quand on regarde ici, on va avoir un taux d'assimilation de CO2, d'assimilat dans la plante par unité de surface de feuille et par unité de temps qui est donné. Et ça nous donne également, cette courbe, ça nous donne également la concentration, la pression partielle de dioxyde de carbone dans la plante. L'intercept ici, j'arrive pas, il n'y a pas de lumière, ouais. Voilà, si elle est là. Alors, l'intercept ici de cette courbe-là, c'est ce qui se passe en fait dans l'air. Ce point-là représente la concentration de dioxyde de carbone dans l'air. Alors, en pascal, donc c'est en ppm, c'est à peu près 10 fois plus ça, donc c'est à peu près 420 ppm aujourd'hui dans l'atmosphère, la concentration dans l'atmosphère, et on va voir que c'est important pour réfléchir à ce qui va se passer dans l'avenir pour les plantes dans des mondes enrichis en dioxyde de carbone atmosphérique. Alors, exactement ce point-là, c'est quand on augmente la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qu'on est en train de faire de façon involontaire avec l'expérience du réchauffement climatique, on est en train de faire basculer vers la droite cette courbe de l'offre qu'on voyait dans le diagramme précédent ici. Okay ? Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour la plante. La production, en fait, le taux d'assimilation de CO2 est augmenté par ce phénomène-là. La version simple de ce que je viens de vous dire là, c'est de se dire que la plante est capable de manger de plus en plus de dioxyde de carbone. Plus on lui en donne, plus elle est contente. Alors bien sûr, avec la nourriture, il faut toujours faire attention à l'excès. Je m'empresse de le dire, et c'est exactement le cas qui se passe pour les plantes en général. Alors, ce qui se passe par ailleurs, c'est que le fonctionnement photosynthétique n'est pas que dépendant de l'augmentation du dioxyde de carbone, mais aussi de la sécheresse. La sécheresse a tendance à faire fermer les stomates, et ça se traduit dans ce diagramme-là par une courbe qui a une pente plus faible, donc une assimilation photosynthétique plus faible. Et au contraire, dans un milieu plus humide, on pourrait imaginer un milieu qui soit plus efficace photosynthétiquement parce que le flux entrant de dioxyde de carbone est plus efficace. Alors vous voyez bien que l'équilibre n'est pas simple entre l'augmentation de dioxyde de carbone et les phénomènes de sécheresse. Vous voyez qu'il y a une subtile balance que les plantes essaient de manipuler en fermant et ouvrant de façon volontaire, entre guillemets, leur stomate, mais qui est aussi contraint par la situation de l'environnement. Alors, pour résumer la situation et synthétiser les effets là, dont on vient de parler, l'augmentation de dioxyde de carbone a un effet a priori positif sur le taux d'assimilation, et la baisse de pression ambiante de vapeur d'eau, donc la sécheresse, a un effet a priori négatif, donc c'est pour ça que l'ensemble des flèches sont plutôt rouges, sur le taux d'assimilation. Alors en plus de ça, il y a un phénomène qui, d'un point de vue de l'ensemble de l'écosystème, qui est un peu radical, c'est quand il y a une augmentation de la mortalité pour les plantes. Là, pour le coup, la photosynthèse est plus en jeu, c'est l'ensemble de la plante qui meurt, ou une partie de la plante qui meurt. Voilà. Alors donc, on a fait le tour du stress hydrique pour les forêts tropicales. Rapidement, j'aimerais parler aussi du stress de température. La température pour les plantes, c'est un phénomène, c'est un paramètre qui est très important, surtout pour les plantes qui sont en haut de la canopée et qui sont exposées directement au soleil. Ici, il y a une mesure d'une espèce de liane, mesurée à Panama par un collègue, Klaus Winter, là, il y a quelques années, il y a 2 ans même, et on voit que les températures atteignent presque 50 degrés. C'est des températures de surface, mais c'est des températures qui sont très importantes. Alors, c'est assez bizarre de se dire qu'est-ce qui peut se passer pour qu'une plante soit capable de survivre dans des températures aussi importantes. Alors, j'ai fait une bêtise là. Alors, ce qui se passe ici, simplement si on revient dans le diagramme de Farquhar,
on se rend compte que augmenter la température jusqu'à environ 30 degrés, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ensuite, quand la température continue à augmenter, les fonctions photosynthétiques commencent à se dégrader. Ça peut se comprendre d'un point de vue moléculaire, comme on va le voir tout de suite, mais en tout cas, il y a un optimum, on peut imaginer qu'il y a un optimum autour de 30 degrés. Donc une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cet optimum est vrai pour toutes les plantes? Alors ça, c'est une grande question. Beaucoup de collègues se sont intéressés, comme Martin Slot a travaillé sur ces sujets-là, à mesurer beaucoup de ces courbes de taux d'assimilation de la photosynthèse en fonction de la température. Et oui, effectivement, il semble que l'optimal semble être toujours autour de 30, plus ou moins 2 degrés, dans beaucoup d'espèces de plantes tropicales, que ce soit des lianes ou que ce soit des arbres. Donc c'est un résultat assez intéressant. Il semble qu'il y avoir une convergence évolutive pour les plantes autour de ces 30 degrés, de ces fameux 30 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une augmentation de température foliaire? Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. La première, c'est une déstabilisation de la conformation des protéines, une agrégation des protéines. Et donc, c'est des phénomènes qui sont très dangereux pour la plante, parce que du point de vue quand la protéine est plus fonctionnelle, l'ensemble de la fonction, en particulier photosynthétique, se dégrade, mais également métabolique. L'autre aspect, c'est une surproduction de molécules oxydatives. Et ça, c'est en gros des molécules qui vont être des toxines localement produites. Et le troisième effet, c'est une déstabilisation des membranes cellulaires elles-mêmes. Alors pour répondre à cette déstabilisation des membranes cellulaires, il y a certains éléments, certains composés chimiques, dont l'isoprène, qui ont été produits. On pense maintenant que la production d'isoprène dans la plante est liée à une restabilisation des thylakoïdes, donc ces petites structures qui contiennent les chloroplastes. Et donc du coup, quand la plante est stressée, elle produit beaucoup d'isoprène. Alors au passage, on revoit certains de nos compagnons de cette matinée-là. L'alpha-limonène doit être par là. Et donc il y a beaucoup d'espèces chimiques qui sont produites, de terpénoïdes qui sont produites par la plante, mais on va s'intéresser à une seule d'entre elles, juste à l'instant, qui est l'isoprène. Pourquoi on va s'intéresser à celle-ci? C'est parce qu'elle est produite dans une quantité absolument extraordinaire à l'échelle globale, en particulier sous les tropiques, au point que elle a été classée comme polluant dans les années 70 et que le candidat à la présidence des États-Unis en 1980, donc Ronald Reagan, a déclaré que plutôt que de s'occuper des pollutions des industries, on ferait mieux de s'intéresser aux pollutions naturelles qui sont dues à la végétation et que ça correspondait à 80% de la pollution. Donc voilà un storytelling qui était assez effrayant, mais qui a plus ou moins bien fonctionné et dont on voit certains relents encore aujourd'hui dans le monde politique. En tout cas, c'est vrai que si on classait comme polluant l'isoprène, ça aurait une composante très importante et c'est effectivement une molécule qui a une importance énorme en chimie atmosphérique. Alors, on est capable maintenant de mesurer la concentration d'isoprène et on voit qu'effectivement, durant la saison sèche, donc ça, c'est des mesures qui ont été faites justement à côté de Manaus, au-dessus de la canopée, et vous voyez que les périodes sèches sont associées à des émissions d'isoprène qui sont très importantes et qu'on peut mesurer en milligrammes par mètre carré et par heure. Donc les unités, là, on pourra en reparler. Et cette étude-là de l'équipe de Josep Peñuelas à Barcelone a permis de mesurer les tendances sur plusieurs décennies. Donc là, on s'arrête il y a une petite décennie, mais on a encore des séries temporelles qui continuent. Voilà. Avant de finir, je voulais aussi vous parler d'un point qui me semblait important ici, qui est la photosynthèse et comment on la mesure, et comment on mesure la photosynthèse sous stress de température. Donc un des points qui a été beaucoup étudié, c'est que la photosynthèse, ici, donc les sites de la photosynthèse, ont une capacité d'absorber de l'énergie, et cette énergie est réémise sous forme de fluorescence, comme on a vu tout à l'heure. Et cette fluorescence, elle est importante parce qu'elle peut permettre de mesurer si l'ensemble du photosystème est en bon état ou pas en bon état, pour le faire rapidement. Donc, ce qui est très intéressant dans cette méthode-là, c'est que mesurer la fluorescence sur une plante, ça implique d'envoyer une quantité de lumière qui est fixée,
et ensuite de mesurer la quantité de fluorescente. Et ça, on le sait faire avec des capteurs qu'on peut porter à la main et qu'on peut mesurer dans la canopée et in situ. Donc ça, c'est très intéressant. Alors je ne rentre pas dans le détail de ces méthodes de mesure, mais on peut donc se dire, on peut avoir l'idée, ce qu'ont fait certains de collègues, de mesurer la quantité de fluorescence en fonction de la température à laquelle sont exposées des feuilles. Et on se rend compte effectivement qu'autour de 50 degrés, là, il y a une décroissance très forte de la capacité de fluorescer, tout simplement parce que les sites là, du photosystème sont trop dégradés et de façon irréversible. Donc finalement, on a brûlé nos feuilles et la photosynthèse n'est plus réaliste. Alors, du coup, là, il se passe des choses qui sont mesurables et qui sont assez homogènes d'une espèce à l'autre. Donc la question de savoir quelle est la réponse des écosystèmes forestiers tropicaux à la température semble finalement être relativement plus simple que celle de la réponse à la sécheresse. C'est que toutes les espèces répondent plus ou moins pareil, qu'elles sont relativement, entre guillemets, contentes quand il fait chaud jusqu'à 30 degrés, et puis que les fonctions commencent à se dégrader toutes et tous. Alors, bien sûr, on n'a parlé que des plantes, mais les animaux, là-dedans, quelle est leur réponse? Alors, la réponse claire, c'est qu'eux, ils sont capables de se protéger en sous-bois, dans les forêts, si jamais il fait trop chaud. Et ils ne se privent pas de le faire. Alors, je vous ai une belle photo là, prise au Gabon d'un éléphant, et effectivement, la réponse de cet éléphant, quand il fait trop chaud, il se cache. Bon, je ne peux pas m'empêcher de vous partager une image aussi qui a été partagée par un collègue. Alors, ça pas forcément, ça date d'il y a 3 jours, cette image-là. C'est donc un singe hurleur, une femelle singe hurleur qui était en train de manger, et puis malheureusement, mon collègue a essayé de prendre une image par drone. Elle s'est rendue compte que le drone était là, ça ne l'a pas fait rire du tout, et elle s'en va. Voilà. Alors cet arbre-là, c'est une sapotacée qui est avec des fruits qui sont délicieux, qu'on peut d'ailleurs manger nous-mêmes. Et bon, voilà, c'est un peu une anecdote, mais le fait que ces espèces sont capables de s'adapter très rapidement et de montrer quand elles ne sont pas contentes, entre autres choses, on n'en doutait pas. Voilà. Pour revenir sur la réponse métabolique des plantes et des animaux, là, si on regarde le métabolisme des animaux, on peut mesurer quelque chose de très simple, c'est la température critique au-delà de laquelle donc, les organismes animaux sont plus capables de fonctionner, de se déplacer, de métaboliser, etc. Et ça, il y a eu des études assez nombreuses. Jen Sunday, par exemple, elle a compilé une bonne partie de la littérature pour montrer que ces températures sont assez variables d'une espèce d'animal à l'autre, mais ne dépassaient que très rarement les 50 degrés, donc en parfaite cohérence avec les résultats sur les plantes. Donc à nouveau, l'histoire de la réponse des écosystèmes forestiers ou des écosystèmes en général à la température, c'est qu'en général, alors il y a certainement des exceptions d'écosystèmes extrémophiles, mais en général, la réponse, elle est relativement simple. Voilà. Alors pour rajouter donc à notre schéma général l'augmentation de la température foliaire, donc la situation, elle est relativement plus simple. L'augmentation de la température foliaire, en gros, augmente le déficit de vapeur d'eau et conduit à soit, quand la température est relativement faible, une augmentation du taux d'assimilation, donc plutôt quelque chose de bon, soit quand la température est trop élevée, une décroissance. Donc ça, la question, c'est à quel point on se place. Alors, la dernière partie, si j'ai quelques minutes encore pour conclure, la dernière partie de mon exposé, c'est de se dire maintenant, une fois qu'on a ce cadre théorique et qu'on sait qu'il peut y avoir des situations positives ou négatives en fonction des conditions bioclimatiques dans lesquelles les forêts tropicales opèrent, est-ce qu'on observe dans la dynamique forestière des forêts tropicales des tendances, effectivement? Alors pour faire ça, il n'y a pas de solution miracle. Heureusement, malheureusement. Alors heureusement parce que ça nous oblige d'aller sur le terrain et de faire des mesures avec des bottes et d'observer ce qui nous entoure. Malheureusement parce que ça prend beaucoup de temps et c'est très fastidieux, c'est de mesurer le diamètre d'arbres qu'on
qu'on va taguer. Là, on a des petits tags sur chacun des arbres. Ça, c'est une mesure de pointure qui nous permet de nous rappeler 5 ans plus tard à quel endroit on a fait les mesures de diamètre. Et on fait ça tous les 5 ans jusqu'à ce qu'on passe la main à la génération suivante, nous-mêmes. J'espère que ça inspirera certaines et certains d'entre vous, particulièrement les plus jeunes, à faire ce type de travail. Et les résultats sont assez spectaculaires, finalement. Ici, vous avez le résultat d'un consortium de collaboration qui s'appelle Forest Plots. Et sur ce diagramme-là de l'ensemble de l'Amérique du Sud, tropicale, vous voyez le nombre de parcelles permanentes qui ont été mises en place. Donc il y a plusieurs milliers de parcelles qui ont été mises en place, qui sont suivies tous les 5 ans avec les mêmes protocoles, un travail vraiment de très grande ampleur. Et le résultat, c'est que si on regarde au cours du temps, entre en gros 1995 et 2010, alors on a des données plus récentes depuis que je ne vous montre pas ici, mais ça c'est les résultats qui ont été publiés dans Nature il y a une dizaine d'années, on se rend compte de 3 choses. La première, c'est que les forêts tropicales stockent du dioxyde de carbone de façon nette. Et le bilan entre les pertes et les gains sont clairement positifs, c'est-à-dire qu'il y a plus de gains que de pertes. Okay. Donc ça peut être interprété de 2 façons. C'est soit il y a une plus grande... attendez, je vais revenir un peu sur ce point-là. Donc là, les forêts tropicales sont donc un puits de carbone atmosphérique, et donc il y a un service rendu par la nature, ici, qui est assez fort et assez évident, c'est que les forêts tropicales compensent une partie des émissions des gaz à effet de serre que nos sociétés fournissent. Et on peut comprendre ce phénomène-là de façon physiologique par le fait que plus on met de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plus les plantes les mangent. C'est le phénomène que j'expliquais tout à l'heure. La mauvaise nouvelle, c'est que ce puits-là, cette flèche verte que vous voyez ici, elle a tendance à diminuer. Ça, c'est la grande flèche rouge qu'on voit ici. Et l'équilibre, ici, le point 0, ici, on est en train de se rapprocher fortement. Donc, vous comme moi, on aimerait bien avoir les 10 dernières années de qu'est-ce qui vient de se passer. Donc, on y travaille, et j'espère qu'on pourra en reparler dans quelques mois, ou un an ou 2, parce qu'on est en train de travailler sur ces résultats. Et je ne peux pas vous les partager parce que ce n'est pas encore clair. Mais ce qui se passe dans cette perte de puits, ça peut être 2 choses. Soit l'efficacité du processus de photosynthèse est plus faible, soit la mortalité des arbres est plus importante. Et donc on a essayé de mesurer ces 2 phénomènes ici. Ici, c'est la production primaire nette, et vous voyez qu'il n'y a pas forcément une tendance très forte. Donc on a l'impression que la photosynthèse n'a pas changé vraiment de nature, il n'y a pas vraiment de stress fort sur le processus photosynthétique. Par contre, la mortalité semble augmenter de façon assez périodique sur l'ensemble de l'Amazonie. Et alors ça peut être associé à des événements de sécheresse qu'on appelle les événements El Niño, qui sont des événements assez importants, qui se répètent tous les 5 à 7 ans environ, et qu'on voit effectivement dans ces diagrammes-là. Alors on peut les voir aussi par télédétection, si on observe les forêts non perturbées, donc les forêts qui n'ont pas fait l'objet de dégradation, ou qui ne sont pas des forêts ouvertes, de savane, etc. Si on regarde avec des méthodes de télédétection, on a fait ça assez récemment, c'est un article en fait, qui est toujours sur Presse, qui va sortir la semaine prochaine dans Proceedings of the National Academy of Sciences, et ce qu'on a regardé, c'est la variabilité interannuelle d'un signal par télédétection, c'est du radar concrètement, du radar en bande C même pour être un peu technique, et qui mesure l'humidité de la canopée. Donc la canopée est plus sèche durant la saison sèche, plus humide durant la saison humide, et cette fluctuation est tout à fait compréhensible. Mais si on regarde depuis 1992 jusqu'à 2024, vous vous rendez compte qu'il y a une tendance sur l'ensemble de ces forêts amazoniennes à une baisse qui semble être portée vers un assèchement de la forêt amazonienne. Et ça, c'est un phénomène qui est donc documenté, qui est significatif et qui est un petit peu inquiétant quand même dans le cadre de la discussion qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors un dernier point, c'est qu'il y a un effet de seuil entre la capacité de stockage de carbone et de température. Si on regarde le stock de carbone d'une forêt et la température moyenne de l'air,
on s'est rendu compte également qu'il y avait un genre de tendance. Alors là, on a affaire à un nuage de points et il faut être statisticien pour avoir confiance dans ces analyses-là. Mais effectivement, il y a une tendance entre ce qui se passe avant 30 degrés et après 30 degrés. Et vous voyez que ces fameux 30 degrés semblent avoir une importance, même quand on mesure ces tendances globales. Alors pour conclure, l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique a bien un effet bénéfique pour la photosynthèse, en tout cas on le voit à différents niveaux, au niveau de la feuille, au niveau de l'écosystème. Les sécheresses modérées ont un impact limité sur la végétation, mais des événements importants, les El Niño, ont potentiellement et effectivement des conséquences massives. Et la température a bien un effet positif sur l'assimilation de dioxyde de carbone, mais qui sature autour de 30 degrés. Et on est exactement dans les écosystèmes forestiers tropicaux à cette échelle de 30 degrés, où on pourrait passer vraiment cette limite-là, d'où la question. Alors aujourd'hui, l'Amazonie ne semble pas être à un point de bascule, il n'y a probablement pas à court terme de changement massif à s'attendre, en tout cas dû à ce couplage entre écosystème et climat. La déforestation, à nouveau, est un enjeu complètement séparé, plus politique et économique que biologique, mais qu'il faut aborder également. Et les effets de sécheresse, déforestation restent encore mal connus, et les mesures de la susceptibilité des forêts tropicales à la sécheresse restent encore mal connues. Pour finir, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on entre dans une ère complètement nouvelle de la mesure de ces phénomènes-là par la télédétection. Et je vais vous donner en 1 minute 3 exemples absolument incroyables de ce qu'on est en train de faire avec des satellites. Mesurer la photosynthèse par satellite, par la mesure de la fluorescence, c'est maintenant possible. Et il va y avoir un satellite qui va être envoyé par l'Agence spatiale européenne à la fin de cette année-là, au 3e trimestre 2026, donc il va offrir une vision complètement différente de notre planète et de notre biosphère. On peut aussi mesurer aujourd'hui la stock de biomasse dans les forêts, en particulier les forêts tropicales. Donc ça, c'est un projet où j'ai la chance de participer. Le satellite est très spectaculaire, hein, c'est une antenne qui fait plus de 12 mètres de côté, et il a été envoyé le 29 avril 2025, et il fonctionne très bien, et les résultats vont bientôt sortir. Et le troisième exemple, c'est en collaboration avec l'ISRO et le Centre national d'études spatiales, des mesures de température de surface à très haute résolution spatiale et temporelle qui vont être le satellite va probablement être lancé en 2027. Et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre sur notre capacité à regarder ces phénomènes de vagues de chaleur, de dômes de chaleur, dans les milieux forestiers, dans la biosphère, mais aussi dans les milieux urbains. Et sur ça, je vous remercie de votre attention et on prendra les questions.